Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Ce podcast existe grâce à Kellyo qui le sponsorise. Kellyo, l'éditeur qui propose tout ce dont les RH ont besoin dans une seule solution pour gérer les collaborateurs du recrutement à la paye. Pour les découvrir, kellyo.com/fr. Kellyo, K-E-L-I-O. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, je suis heureux et enthousiaste d'accueillir ou d'être accueilli dans ces locaux à la Défense par Geoffroy Saint-Antoine, un expert du recrutement et du développement des talents. Geoffroy va se présenter tout à l'heure à vous. Je peux déjà vous dire qu'il est né en Moselle en 1988 et qu'il a construit un parcours que je trouve très impressionnant entre des cabinets de recrutement très prestigieux comme Amrop et Spencer Stuart et des missions internationales pour RATP Dev, où il a travaillé sur des projets aux quatre coins du monde, en Égypte, au Royaume-Uni, aux Philippines, en Australie. Rien que ça. Alors, et depuis 2022, Geoffroy est aux commandes du recrutement chez Emeria, leader européen des services immobiliers, connu notamment pour sa marque foncière. En tout cas, moi, c'est comme ça que je connaissais Emeria et que j'ai compris qui était ce groupe. Alors, le défi de Geoffroy, mais il va nous en parler, c'est de recruter avec son équipe 3000 talents par an pour un groupe de 15 000 collaborateurs répartis dans toute l'Europe. Et ça, Geoffroy, il le fait avec une approche innovante du recrutement, en passant par l'internalisation des processus, l'animation de viviers de candidats et l'intégration de l'IA aujourd'hui dans ses pratiques. Bonjour Geoffroy. Bonjour Florent. Un grand merci d'avoir accepté cet échange et de me consacrer du temps. Écoute, ravi de t'accueillir ici donc dans les locaux d'Emeria au siège. Alors Emeria, c'est pas forcément très connu. Effectivement, c'est pas une marque commerciale en soi. Tu as cité la plus connue d'entre elles qui est Foncia, la marque historique, puisque le groupe s'est construit à partir de Foncia. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur l'ensemble de la chaîne des services immobiliers, tout ce qui est gestion de syndic, gestion locative, la partie transaction. Donc on est plutôt sur de la vente d'immobilier avec des agents immobiliers. Et puis d'autres services aussi, que ce soit de l'assurance, que ce soit des diagnostics, des travaux, voilà, des choses des fois un peu moins connues. C'est d'autres marques qui le portent, mais tout ça, ça fait qu'on est présent et leader européen, français et européen sur les services immobiliers. Donc ce que nous, on ne fait pas, c'est on ne fait pas de construction, on ne fait pas de promotion, on ne fait pas d'asset management. On va vraiment être sur cette partie service client. Voilà. Ouais. Donc, quelque part, un 360 pour Madame Michu qui a besoin, effectivement, d'avoir un appartement, de le louer. Exactement, toute la vie de l'immeuble, de l'appartement et de la personne, parce que voilà, j'achète, je loue, je reviens, etc. Il y a forcément une entité du groupe Emeria qui pourrait être à vos côtés, tout à fait. Ok, bon, très très clair. Merci pour cette précision, parce qu'effectivement, Emeria, c'est pas la marque la plus connue. Effectivement, on connaît bien Foncia. C'est pas une marque, en fait. Ça n'a pas vocation à l'être. D'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment de garder ces marques. Et voilà, la noto de Foncia, par contre, je pense, doit être très très bonne. Je la connais pas, mais elle doit être excellente. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter, parce que j'ai résumé un peu ton parcours, ton histoire, mais ce serait top, ce serait chouette que tu le dises avec tes mots. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu en es arrivé à devenir le directeur recrutement et développement des talents chez Emeria ? Donc, comme tu le disais, moi je suis né en Moselle. Je viens pas du tout ma famille vient pas du tout du monde ni de l'immobilier, ni des RH, ni même de l'entreprise. C'est plutôt voilà, mon père était éducateur spécialisé dans une école, ma mère était femme de ménage. Donc vraiment voilà, pas du tout ces références-là. Donc moi j'ai fait un parcours académique, voilà, lycée, prépa et puis école de commerce à l'EM Lyon où j'ai fait 4 ans là-bas et j'ai donc pu découvrir vraiment les métiers de l'entreprise et donc un peu comme beaucoup de monde parfois dans les RH, un peu après avoir dit que la finance n'était pas pour moi, le marketing c'était pas pour moi. T'as pas fait une majeure RH Non, pour le coup il n'y avait pas de majeure et c'était très bien, donc on était vraiment formés à tout et j'ai fait un stage
en finance en Allemagne. J'ai bien aimé l'Allemagne, mais j'ai pas aimé la finance. Et donc après, il fallait bien que je trouve quand même quelque chose. Et donc, ce que j'aimais bien dans le recrutement, sans le connaître forcément, c'est que ça alliait quand même la partie business, parce qu'il faut qu'on comprenne ce qu'on fait et ce qu'on raconte. Donc ça résonnait bien avec mes études. Et puis, le côté quand même humain permanent et contact, qui finalement, je me suis bien retrouvé là-dedans. Donc, j'ai fait un premier stage dans une grande entreprise, mais très admin. Et ça m'allait pas. C'était pas fait pour moi. Ça m'a pas plu. Et les stages, c'est fait pour ça. J'ai eu la chance d'en faire des très différents. Et mon dernier stage, j'ai fait de la chasse de tête, puisque alors, ça, je savais pas du tout ce que c'était, mais le nom m'attirait un peu. Et puis, et donc, je suis rentré chez Grant Alexander, qui est un cabinet avec une belle histoire et vraiment une très belle réputation. Et j'ai vraiment appris le métier un peu à l'ancienne, puisque même si je n'ai que 36 ans, c'est vrai qu'en 2012, il y avait encore assez peu LinkedIn, c'était pas forcément dans les mœurs. Donc c'était le standard, les scénarios, etc. Ouais, LinkedIn existait, mais n'était pas aussi prégnant pas que aussi l'est prégnant, aujourd'hui en recrutement. Ça, on c'est était sûr. beaucoup dans l'industrie, donc les gens étaient encore moins présents. Donc voilà, je faisais des scénarios, j'ai appelé au standard, je montais un peu les organigrammes. Donc je l'ai appris comme ça. C'était quoi ton petit nom quand tu appelais les scénarios? C'était mon deuxième prénom, c'était Guillaume, et après je variais en fonction des secteurs. Donc dans la banque, j'avais un nom à particule, dans l'industrie, j'avais un nom beaucoup plus commun. Mais Ok. donc ça j'ai bien aimé le faire. Et après, la seule frustration que j'avais sur le niveau d'intervention, on était sur du middle, comme on dit dans le métier, donc plutôt des postes entre 45 et 70 000 euros, c'est qu'il y avait moins la dimension business. Et c'est vrai qu'on était plus sur le poste et le contexte du poste et les avantages du poste que la compréhension de l'entreprise en général. Donc voilà, pour combiner ça, c'est là que je rejoins des cabinets d'approche directe de dirigeants. Donc là, on change un peu de cible en tout cas. On ne fait pas du tout d'annonce, on est uniquement sur de l'approche directe. Et donc, deux principaux cabinets, j'ai eu la chance de suivre ma première tutrice en fait, chez Amrop notamment, qui s'appelle Anne de la Roche-Brochard. J'ai beaucoup appris avec elle. Et là, c'était une école formidable et vraiment, je la recommande à tout le monde puisqu'on découvre plein de secteurs. Donc, j'ai travaillé dans l'édition, dans le luxe, dans l'industrie pharmaceutique. Et donc, voilà, ça donne une culture générale business très, très importante. Tu étais basé à Paris ou... Moi, j'ai toujours été à Paris. Pour le coup, j'ai toujours travaillé à Paris. Mais par contre, tes recrutements n'étaient pas forcément à Paris. C'était quand même principalement en France, parce que quand même dans le recrutement, et ça reste vrai aujourd'hui, et ça j'en suis convaincu, on recrute sur un territoire qu'on connaît, avec des références culturelles qu'on connaît, des références économiques qu'on connaît. Je pense qu'il y a des cabinets qui ont essayé à un moment d'avoir des centres en Pologne ou en Afrique du Nord, ça ne marche pas. Il faut connaître ce dont on parle, et que même pour connaître différentes banques entre elles, quand on est les banques néerlandaises, moi je ne les connais pas, ça ne me parle pas autant que je peux trouver une liste, avec l'IA, vous trouvez toutes les listes que vous voulez, mais savoir où en est la Société Générale versus Natixis, il faut cette connaissance-là, elle est quand même territoriale. Et c'est ce qu'on a fait là, je reviendrai chez Emeria, mais on ne recrute pas tout à fait de la même façon à Marseille qu'à Toulouse, qu'à Brest. Donc moi, j'ai un peu appris comme ça. Deuxième cabinet, Spencer Stuart, expérience un peu plus courte, boîte américaine. Donc j'étais en filiale, là, c'était un peu différent. C'était très apprenant, parce que là, on était vraiment dans les top 5 mondiales. Et je voulais avoir un peu cette référence-là sur mon CV. C'était assez calculé comme ça. J'étais sur une seule practice, qui était la practice IT. Donc on recrutait des DSI et des patrons de boîtes tech. Donc intéressant, mais c'est vrai que ça devenait un petit peu redondant aussi à force, puisqu'on faisait toujours un peu la même chose, et sur le dirigeant, on ne peut pas complètement se renouveler. Mais j'ai appris la puissance de la marque. Spencer Stuart a une marque qui est très très puissante. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a un peu suivi après dans le groupe RATP aujourd'hui chez Foncia. C'est des marques en tout cas, et de travailler la marque. On a un sens du service qui, je pense, n'est pas qu'un intuitu personnel, mais on est aussi dans un collectif et dans une marque. Et ça, je pense que c'est de nouveau une excellente école, et j'ai beaucoup appris. Et ça donne confiance aussi de travailler avec une marque qui a une notoriété importante. Ça, c'était vraiment une très bonne école. Et j'ai fait une mission, j'ai travaillé sur une mission pour RATP Dev, et c'est là que j'ai découvert l'entreprise, et ça m'a bien plu. Et moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai fait aussi, j'étais chargé de recherche. Je pense que j'étais pas fait pour être consultant ou être partenaire pour un centre commercial que je pense ne pas avoir, et je m'en suis rendu compte assez vite. Donc moi, je connais le métier de l'intérieur, en tout cas par vraiment la soute, comme je dis souvent. Et je trouve que c'est une école d'humilité quand même, parce que j'avais un beau parcours académique, une bonne école, tout ça. Là, vous êtes seul avec vos CV, et vous êtes plutôt en bas de l'échelle dans ce métier-là. Moi, j'étais content de passer par là. Et ça m'allait bien. Et après, chez RATP Dev, j'y suis entré pas par hasard. Du coup, tu connaissais le client, en fait. Mais je connaissais le client, le contexte. Et en fait, le DRH des RATP Dev à l'époque, pour qui on travaillait, et le DRH d'Emeria aujourd'hui, que j'ai suivi. L'histoire a commencé comme ça. J'ai passé la majeure partie de mon temps professionnel, finalement, avec le recul, avec cette personne qui s'appelle Jean-Louis. On se connaît depuis quelques années maintenant. Donc, c'est comme ça que je suis passé côté entreprise, chez RATP Dev, qui
qui à l'époque, je pense qu'il y a maintenant une meilleure notoriété parce qu'on sait que la RATP fait des choses en dehors de Paris. Oui. Il gère notamment le réseau de Lyon en métro, des réseaux en Égypte. Ouais, à l'international. Donc, c'est ça. c'est un peu plus de visibilité. À l'époque, c'était très marqué RATP, mais je trouvais que c'était intéressant aussi parce que c'était en même temps, et je trouve qu'il y a des liens avec Foncia, c'est très connu et c'est très notoire et il y a une expertise qui est quand même très élevée, c'est vrai, c'est de nouveau de la RATP et c'est vrai de Foncia, et une image grand public qui est des fois pas complètement juste par rapport au savoir-faire métier de ces deux entreprises-là. Donc je trouvais intéressant de faire du recrutement dans des environnements où il faut un peu raconter l'histoire, il faut un peu donner, pas donner envie, mais en tout cas voilà, montrer l'entièreté du savoir-faire. Des fois, on n'en voit que le sommet de l'iceberg et c'est souvent des problèmes à gérer parce qu'on sait quand les trains n'arrivent pas, on sait quand il y a des problèmes dans son immeuble. Mais il y a tout le reste du travail qui est à valoriser, ça je trouve que c'est vraiment riche. Et d'avoir en plus une marque, ça c'est vrai que c'est quelque chose dont on est obligé de tenir compte en permanence. Et donc, je trouve que c'est une complexité, une richesse que j'étais content de trouver depuis le début. Ok. Très clair. Entre la partie cabinet de recrutement, la partie RATP Dev, qu'est-ce qui a le plus influencé aujourd'hui ta vision du recrutement ? Je pense que j'ai pas l'impression d'avoir complètement changé de métier en passant de cabinet à entreprise. Okay. Des fois, je pense qu'on l'imagine. Moi, ne faisant pas de commercial en tant que tel, c'est vrai que j'ai gardé à peu près les mêmes réflexes et j'ai surtout appris cette culture du candidat qui est aussi un client un peu en permanence. Et ça, c'est vrai. C'est vrai chez Foncia parce qu'on appelle des gens qui sont clients Foncia, etc. Et c'est vrai chez Spencer Stuart ou chez Amrop puisqu'en fait, nos clients qui nous mandatent, c'est des potentiels candidats de shortlist pour un autre client. Donc en fait, ce cercle permanent, je pense, donne une exigence aussi de dire, on peut pas juste dire, bon allez, je vais pas le traiter forcément très bien parce que en fait, c'est pas important. Tout est important et d'entretenir cette relation et ce vivier-là, finalement, ça, c'est quelque chose qui me nourrit encore aujourd'hui et qui infuse dans toutes les décisions qu'on doit prendre. Un parcours candidat, même si nous, on reçoit en une année 200 000 candidatures, donc c'est quand même énorme. On peut évidemment pas appeler tout le monde, on peut pas faire des réponses personnalisées. Ça, c'est normal, mais il faut un niveau de service à chaque fois pour tous les sujets. Pour l'alternant et pour le dirigeant, ce sera pas le même, mais ça doit être la même exigence parce que c'est des gens qu'on va recroiser pour faire du business ou pour faire des candidats. Mais pour moi, c'est la même chose. Claire. C'est quoi ta philosophie aujourd'hui en recrutement et en gestion des talents ? Je trouve la philosophie de Geoffroy, c'est quoi en fait ? Je trouve intéressant que tu lis les deux sujets parce que pour moi, c'est la même chose en fait. D'accord. Et si je devais faire un parallèle ou un pas de côté, je prendrais un peu comme un magasin finalement. Ce qui est important, c'est d'avoir une bonne vitrine et que les gens viennent, mais il faut qu'ils aient envie de revenir aussi. Sinon, ils viennent une fois, ils ne reviennent pas. Donc pour moi, c'est exactement la même chose en recrutement, en gestion des talents. Et là, je suis dans un groupe, notamment chez Foncia, où les salariés boomerang, on en a depuis très longtemps, parce qu'on ne se l'est pas dit, mais en fait, Foncia a beaucoup grandi aussi en rachetant des entreprises. Donc finalement, il y a des gens qui partaient, qui revenaient, qui ont racheté, etc. Okay. Qui sont revenus des fois par des rachats ou des croissances externes. Ou qui sont revenus par eux-mêmes, parce que voilà. Et parce qu'on est sur un métier de niche aussi. Donc à un moment, quand on fait de la copropriété dans une ville de 50 000 habitants, il n'y a pas 40 000 acteurs. Donc si on veut bouger, on retombe forcément un moment sur Foncia. Et donc d'entretenir ce lien-là permanent, c'est bien arriver, bien partir et pouvoir se développer à l'intérieur. C'est aussi simple que ça, mais il faut que ce soit un peu en permanence et surtout que ce soit sur tout le monde. Et nous, notre enjeu, c'est un enjeu de volume aussi qu'on peut avoir là, c'est-à-dire là, on fait 3000 recrutements à l'année, on a un turnover qui est important parce que le secteur est comme ça. Ça ne changera pas complètement. Le turnover est important parce qu'on est en concurrence avec une myriade de cabinets tout petits. Nous, on a un peu plus de 15 000 personnes en Europe, mais nos concurrents, ils font 5, 10, 15 personnes. Donc, il y a une habitude, mais c'est dans les mœurs de bouger. Je pense que dans des industries comme la défense ou la pharma, c'est beaucoup moins vrai parce que c'est des acteurs plus concentrés. Nous, c'est beaucoup plus disparate. Donc, je fais 2 ans dans un cabinet, je passe dans un autre. Donc, voilà, c'est un marché qui est très fluide historiquement. Ce qui fait qu'on a des taux toujours élevés. Donc, voilà, on sait que il y a une logique de cycle qui fait qu'on est tout le temps en action. Il faut toujours qu'on soit visible, il faut toujours qu'on soit en proximité avec des gens pour aujourd'hui ou pour demain. Je pense qu'il faut toujours qu'on intègre cette dimension de demain parce qu'en fait, elle arrive très très vite et que si on ne l'a pas fait, on repart de zéro à chaque fois, on s'épuise, ça coûte beaucoup d'argent et surtout, c'est pas très constructif. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'attendent les candidats et les collaborateurs, c'est un suivi le plus individuel possible, tout en automatisant au maximum et sans faire de la dentelle, parce que ça, on ne peut pas le faire avec les volumes qu'on traite. C'est évident qu'il faut quand même qu'il y ait un degré de personnalisation et d'accompagnement, qu'on soit candidat, qu'on soit collaborateur, pour moi, c'est la même chose. Ok, très clair. On va revenir sur tous ces sujets-là. Avant toute chose, sans que tu me racontes toute la marque employeur d'Emeria,
Mais comment est-ce que tu définirais, toi, la culture d'Emeria? Qu'est-ce que tu as découvert en 2022 et qu'est-ce qui te marque aujourd'hui, 3 ans après, et qui est vraiment distinctif pour toi, justement, versus la myriade de compétiteurs que tu peux avoir, de compétiteurs recrutement, j'entends? C'est une question intéressante et assez difficile, auquel il est difficile de répondre, mais je vais te donner quand même quelques éléments, parce qu'on n'est pas du tout une boîte monolithique. C'est ça que j'aime bien aussi ici, c'est que, je te le disais, on a beaucoup racheté d'entreprises, donc forcément on achète des cultures d'entreprises différentes, des pratiques un peu différentes, toujours dans le même métier. Mais quelque part les grandes lignes, on va dire. Donc les grandes lignes pour le coup. Donc voilà, en tout cas, on n'est pas quelque chose de décrit avec 3 valeurs sur tous les murs de toutes les agences. Pour le coup, on n'est pas une entreprise comme ça. Pour le coup, j'en ai pas vu affiché sur les murs. Donc non, mais je trouve que c'est parce que c'est très bien, c'est pas très grave. J'ai un bon débat là-dessus, je te confirme. Et donc non, je pense qu'il y a vraiment une culture de l'entrepreneurial qui est quand même assez importante, et ça qui est un peu lié à notre histoire, parce que notre fondateur, il a fait une agence, puis 2, puis 10, puis 50, mais tout seul, quoi, entre guillemets. Là, donc il a joué ses sous, quoi, entre guillemets. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont des vrais entrepreneurs, qui ont été à la tête de leur boîte, et quand on rachète des boîtes, régulièrement, les gens restent en fait avec nous. Donc voilà, il y a quand même une sens de la responsabilité ou de la accountability, pour le dire en mauvais anglais, qui est quand même, je trouve, assez vrai. Et c'est vrai sur chaque gestionnaire ou assistant, il est en face du client et il est quand même dans une forme d'intimité avec le client, parce que soit il va l'aider à acheter une maison, parce que là, il y a un enfant qui arrive, soit il va gérer un problème d'ascenseur qui est important pour lui. Donc voilà, on est toujours un peu à la frontière d'un investissement personnel qui est quand même assez important. Donc je pense que ça, c'est quand même un des traits principaux. Et puis effectivement, une capacité d'adaptation permanente, parce que notre secteur le requiert, parce que le matin, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus ou ce qui va. Voilà, ça, pour le coup, ça fait partie même c'est du service, quoi. Donc vraiment du quotidien. Et puis c'est un environnement qui change beaucoup, un secteur qui change beaucoup par ses lois et ses normes, ça on s'en doute, mais aussi par nous, la façon de travailler. Ça, on a vraiment changé complètement la façon de travailler dans l'entreprise, en gardant les fondamentaux, mais avec des nouveaux outils qu'on a développés en interne, donc avec tout ce que ça demande d'adaptation aussi, allié avec un cadre législatif et légal qui est celui qu'on peut connaître dans l'immobilier en France, mais c'est vrai dans les autres pays aussi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ça, c'est adaptabilité et puis entrepreneuriat. Moi, je le caractériserais comme ça. C'est écrit nulle part, mais voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le reçois. Et je me dis que les candidats qui réussissent chez nous, c'est pas forcément des gens qui ont fait 15 ans de la même chose ailleurs, parce qu'ils vont être des fois un petit peu déboussolés en arrivant chez nous. Des gens qui vont avoir peut-être une première partie de carrière, fait autre chose, machin, et qui vont avoir en tout cas des réflexes pour toujours retomber sur leurs pattes, quoi. Je pense que c'est ça qui marche bien chez nous. Ok, intéressant, pour le coup. Alors, moi, j'ai envie de venir sur ta stratégie de recrutement. Tu recrutes 3000 personnes, enfin, toi et tes équipes, recruter 3000 personnes par an, c'est un défi qui est important, c'est un défi qui est colossal. Aujourd'hui, quels sont tes piliers de stratégie, ce dont tu peux nous parler? Alors, je pense que ce qui est important, moi je ne viens pas du recrutement de masse, puisque c'est du recrutement de masse. Moi je viens du recrutement plutôt de dirigeants et pas de l'annonce. Donc en fait, c'est des choses qui étaient nouvelles chez moi et on en avait parlé avec mon DRH. Je lui avais dit que la moitié des choses que je devais faire, je ne l'avais jamais fait, mais il m'a dit on y va et c'est très bien. Ça colore un peu la culture de l'entreprise, parce que là je pense qu'il n'y a pas d'entreprise de cette taille-là qui m'aurait confié ce poste-là, parce que je connaissais le DRH et parce qu'à un moment on y va et on verra bien, quoi. Une fois qu'on s'est dit ça, je pense que ce qui est important, c'est quand même d'écouter et de comprendre dans quel environnement on arrive. Les mêmes méthodes ne marchent pas partout. J'aurais pas du tout fait la même chose, en tout cas sur la façon de faire, dans la pharmacie ou dans la biotech, parce que là, on est sur des marchés de niche, etc. Nous, on est sur un marché très fluide, avec une marque qui est connue et avec des gros volumes de recrutement. Donc, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on met en place ? Et ça, je pense que ça peut être assez transposable d'une société ou d'un contexte à l'autre. Ce qui marche, ce qui est important, c'est l'équipe. Évidemment, enfin, ça commence par là. Le recrutement, à la fin, c'est quand même 2 personnes qui ont envie de travailler ensemble. Et nous, au recrutement, on doit communiquer avec des personnes pour leur donner envie de venir et les évaluer en même temps. Donc on essaie toujours ce triangle-là, mais qui est un triangle humain. On peut mettre tous les outils qu'on veut, il y aura de l'IA et tout ça. Mais à la fin, il faut que les gens aient envie de te voir quand même toute la journée. Et nous, notre responsabilité, elle est là. Donc ça, c'est pour ça que moi, j'ai voulu une équipe qui était historiquement centralisée à Paris. On les a mis dans plusieurs régions en France. C'est ce qu'on disait au début. On ne recrute pas tout à fait de la même façon à Marseille, à Toulouse, Nantes, Lyon et Paris, parce que c'est là où j'ai différents pôles, et pas de recruteurs isolés. Ça, je pense que c'est quelque chose que je voulais. Je voulais un vrai sens du collectif, donc ils sont au minimum 2 par site, entre 2 et 4. Oui, tu n'as pas de recruteur indé à son domicile, par exemple, etc. Pour le coup, non, parce que je pense qu'il faut connaître son tissu, connaître ses managers. Il faut faire partie de l'entreprise.
d'entreprise. Moi, je suis persuadé, on reviendra sur les cabinets de recrutement, mais pour moi, c'est encore autre chose. Et effectivement, de dire on est ensemble et on va trouver la meilleure solution. Nous, on ne fait finalement que du conseil, de l'accompagnement. C'est pas le recruteur qui recrute. Je pense que des fois, on se trompe souvent. C'est le manager qui recrute. Le recrutement, c'est un acte managérial comme l'intégration. Et nous, on est là pour accompagner, faciliter. Et donc, voilà, l'équipe, c'est le premier pilier. Et donc, moi, j'ai fait le choix de recruter des personnes parce qu'on n'avait pas de structure bien dimensionnée, des gens qui venaient du secteur. Je dis aux managers qu'il faut toujours un peu s'ouvrir, prendre des gens en reconversion, etc. Je pense que c'était pas du tout notre temporalité au moment où je suis arrivé. Il fallait des gens qui avaient tous les réflexes de recrutement et qui allaient devoir apprendre, par contre, le contexte de l'entreprise. Et je pense que l'enjeu, il était vraiment là. Donc, il y a des personnes qui venaient de cabinets de recrutement, d'Adecco, il y a des gens qui étaient indépendants, il y en a qui venaient d'entreprises. Voilà, pour vraiment bâtir la fonction, il faut quand même des gens qui savent ce que c'est. Je pense que ça, il n'y a pas le choix. Maintenant, on arrive à intégrer des personnes juniors, des gens qui ont fait un peu autre chose, qui se sont un peu cherchés. Voilà, je pense qu'il y a 2 ans, ça aurait été une mauvaise idée. C'était ce qui était testé avant et qui ne fonctionnait pas parce que ça ne correspondait pas au contexte de l'entreprise, indépendamment de la qualité des personnes. Donc voilà, ça, je pense que l'équipe recrutement et les recrutements, c'est un métier. C'est pas juste, c'est pas être juste une dimension DRH. Moi, c'est la conviction qu'on partage avec mon DRH, c'est que comme il y a des spécialistes de la paye, il y a des spécialistes de la finance, il y a des spécialistes du recrutement. C'est un bon sujet, hein. Il y a plein de débats là-dessus. Mais là, moi, pour le coup, là, je suis très... et puis, c'est mon profil à moi, mais effectivement... bien sûr. Et je pense que vu maintenant l'importance que prend le recrutement par rapport à il y a 10 ou 15 ans, et surtout qu'on est, nous, tourné uniquement vers l'externe, quand même beaucoup, et donc ça, c'est quand même pas la même chose que de gérer des projets uniquement en interne ou des projets très liés à des systèmes. Donc je pense que fondamentalement, on reviendra sur les sujets des outils parce que c'est mon deuxième point, je pense qu'il faut des gens un peu spécialisés. Et je pense qu'il faut des outils spécialisés aussi. Et excuse-moi de t'interrompre, Geoffroy, pour réaliser 3000 recrutements par an, tu as une équipe d'à peu près de combien de personnes? Alors sur le recrutement pur, on est un peu plus de 20 personnes. Okay. Et donc un recruteur, pour moi, il doit gérer à peu près 20 CDI en parallèle. C'est ça les ratios. Okay. Quelques CDD, et puis après tout ce qui est alternant et stagiaire. Pour moi, c'est ça les ratios. Donc c'est quand même assez important. Ouais, c'est des beaux volumes. C'est des gros volumes. Donc, pour le coup, c'est des gros volumes. Ouais. On a l'avantage d'avoir une marque qui est assez importante. Donc on récupère de la candidature entrante. Oui, ce que tu disais, 200 000 à peu près CV. Exactement, parce que c'est des gens quand même qui viennent plutôt nous voir. Donc ça, on a quand même je pense que tout le monde n'a pas cette chance-là d'avoir... Et on est un secteur qui est quand même plutôt attractif. C'est un secteur qui est quand même plutôt attirant pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais les gens sont quand même ont envie de faire de l'immobilier. Ils connaissent pas forcément les métiers de la gestion. Mais moi, je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont faits pour la gestion, il y en a qui sont faits pour le commerce. Et donc, il faut juste qu'ils se trouvent bien. Et souvent, il y a des gens qui passent de l'un à l'autre parce qu'ils disent en fait, moi, le commercial, j'aime pas ça, mais la gestion, j'aime bien. Donc, ça, c'est. Donc, nous, on est capable d'attirer un peu tout le monde et donc d'avoir une matière première, entre guillemets, qui est quand même assez disponible, ce qui permet à des recruteurs de gérer 20 postes en parallèle. Si c'était que de l'approche directe, c'était évidemment pas tenable. Moi, c'est ce que je faisais en cabinet, j'en gérais 20 par an. Donc, voilà. Donc là, évidemment, je peux pas leur imposer ça, mais voilà, il y a des recrutements qui se font des fois un peu plus facilement, en tout cas sur la matière première. Et puis, et donc, on est organisé après par région et par type de poste. Ok, d'accord. Et plutôt par géographie. Je crois beaucoup à la géographie. Et je pense que quand on est capable de parler que l'agence de Cannes, elle est basée là, qu'on pourra arriver en voiture, ça arrive comme ça, bah ça, il faut quand même connaître. Et ça crée un lien quand même très spécifique. Et les questions qu'on a, c'est souvent des questions du quotidien aussi. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le négliger. C'est ce qu'on voit beaucoup quand les gens parlent de l'équilibre vie pro, vie perso, etc. Parce que ça fait des années que c'est comme ça. Mais l'importance du quotidien, il n'est pas à négliger. Je pense qu'il n'y a plus personne qui veut faire 1h15 de bagnole tous les matins pour aller au bureau. Bon, on en tient compte. C'est plus dans les mœurs, en tout cas. Non, je pense que c'est plus... Et ça, c'est quel que soit le niveau, quelle que soit la géographie. C'est comme ça. Donc, on en tient compte et on s'adapte. Ok. Ouais. Donc ça, c'est ton premier axe, c'est une équipe. L'équipe, de toute façon, on fait rien sans ça. Et ton deuxième axe, c'était toute la partie système. Que tu as commencé à aborder, ouais. Pour le coup, on a fait les deux en parallèle et je pense que ça nous a quand même beaucoup aidé. Et là, il faut que le système s'adapte au contexte recrutement de l'entreprise. Nous, notre enjeu, c'était des gros volumes. Donc, on a à peu près toujours 450-500 annonces ouvertes. Donc, il ne faut pas passer 10 minutes à ouvrir une annonce, ce qui était le cas avant avec un outil beaucoup plus lourd et qui n'était plus maintenu parce que c'était un SIRH en fait. Donc, le SIRH, il est fait pour être assez statique. Le recrutement, c'est ultra souple. Je change de géographie, tout ça doit être très facile. Mais au-delà de ça, moi, ce que je l'ai pris plutôt par l'axe candidat, parce que c'est comme ça qu'il faut réfléchir, il faut que le parcours candidat soit fluide. Et donc, on peut commander sur Amazon en 3-4 minutes, même pas 3-4 minutes, en 2 minutes, une fois que ton compte est fait, ou même sans compte, en fait. Et donc là, on a complètement ouvert les vannes en disant, si je suis le bon candidat, je suis gestionnaire copropriété chez un concurrent,
pas passer 5 minutes à justifier que je suis gestionnaire copro. Lui, il faut qu'il puisse postuler en 10 secondes. Et après, cette matière-là, de toute façon, j'arriverai à le recruter un jour. S'il veut venir, on trouvera forcément un moment, les planètes vont s'aligner assez facilement. Donc, on a vraiment ouvert ça, ce qui fait qu'on a beaucoup de candidatures. Donc, après, il faut les traiter rapidement. Donc, il faut qu'on automatise, mais toujours avec un œil humain. Moi, je ne pense pas qu'on puisse traiter de la candidature autrement que par de l'humain, parce que, notamment dans notre contexte, le profil qui va marcher à Boulogne-Billancourt va pas marcher à Paris, parce que c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes personnes. Il y en a qui ont été rachetés, d'autres pas, etc. Et ça, honnêtement, si on pourrait l'apprendre à une IA, ça me semble aujourd'hui, c'est pas possible. Peut-être que ça viendra, mais voilà, il y a trop de spécificités, donc l'œil humain est pratique pour ça. Mais le parcours candidat en premier, parce que c'est pas d'autre matière, s'il n'y a pas de candidat, il n'y a pas de recrutement. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut que les systèmes s'adaptent à ça et qu'on soit visible partout. On a la chance d'être un secteur attractif, d'avoir une marque connue. Donc, il fallait vraiment, je l'avais présenté comme ça quand je faisais mes présentations en arrivant, mais un gros éléphant, en fait, en disant qu'il faut que quand les gens pensent immobilier, on soit forcément dans leur vitrine. Il faut qu'on soit sur leur radar. Et donc, il faut qu'on soit sur Indeed, il faut qu'on soit sur Hello Work, il faut qu'on soit là où les gens cherchent un emploi. Et c'est comme dans l'immobilier, les gens, quand ils cherchent une maison, ils vont sur Se Loger, sur Bien Ici, etc. Dans l'emploi, pour moi, c'est la même chose. Ils vont sur Indeed, Hello Work, etc. Je travaille avec une agence qui nous accompagnait depuis plusieurs années, qui est maintenant Yellowways. Fanny Lepic, je l'ai appelée, j'arrivais moi en octobre, je lui ai dit là on a beaucoup de travail parce qu'on n'est pas visible et il faut qu'on le soit. Donc là on a ouvert vraiment les vannes avec les différents job boards sans que ça coûte forcément très cher, puisqu'en fait notre notoriété nous permet aussi d'attirer du candidat sans forcément mettre énormément d'investissement. Donc, et surtout vu les volumes qu'on a, c'était de l'investissement qui était complètement pertinent et qu'on a eu raison de faire en même temps. Donc voilà, je pense que c'était vraiment l'équilibre des deux, mais on l'a pensé vraiment avec un vrai outil recrutement. Moi, en l'occurrence, j'ai pris Digital Recruiter qui est maintenant Cegid, qui est en train d'être acheté parce qu'il était extrêmement souple et que ça correspondait à notre architecture de marque, etc. Donc, vraiment dédié recrutement, on a fait le choix de ne pas l'intégrer avec Workday qui est notre SIRH parce que fondamentalement, je pense que Workday c'est sûrement un très bon SIRH, mais c'est pas fait pour faire du recrutement. Moi, je ne pouvais pas me permettre que les candidats, par exemple, se créent un compte. Parce que là, on perd 50%. Soit c'est Chanel ou chez... Mais t'en vois encore, hein? T'en vois encore des sites où il y a créé votre compte. Ah mince, il faut un mot de passe en plus. Mais je pense que voilà, si nous, on voulait filtrer le nombre de candidats, je pense que dans le luxe, ça, pour le coup, je pense que j'aurais une approche un peu différente parce qu'on peut dire, là, on peut se permettre de perdre 70% de candidats parce que moi, c'est les 30 passionnés que je vais aller chercher. Nous, c'est différent, c'est plus large, entre guillemets, comme source et comme typologie de personnes qu'on a en face. Et il faut qu'ils puissent le faire avec leur mobile en 3 clics. Moi, c'était ça que je voulais, parce que c'est aussi la promesse qu'on fait à nos clients. En 3 clics, vous pouvez retrouver vos AG. Et quand t'es arrivé, c'était pas forcément construit Non, pour le coup, c'était une brique de SIRH, c'était Talentsoft, en fait. Donc, c'était déjà Cegid. Okay. Et après, c'était pas maintenu, parce que c'est tellement compliqué chez nous, puisqu'on a quand même plus de 600 agences en France, donc il y en a une qui ferme, une qui ouvre, machin. C'était une tannée à gérer. Donc ça, pour le coup, il y avait une personne qui était dédiée que à gérer ça. Donc, je pense que c'était très mal employé pour ça. Donc, maintenant, elle fait du SIRH et c'est très bien. Et là, il fallait que les recruteurs, en fait, quand ils veulent ouvrir une annonce, ou la fermer, ou la rouvrir, ou changer l'adresse. Que ce soit simple, quoi. Que ce soit simple pour eux, qu'ils passent le moins de temps de cerveau disponible à mauvaise gestion là-dessus. La prochaine étape, ce sera que ce sera fait par une IA et c'est très bien, parce que ça n'a aucune valeur. Par contre, ce qu'il fallait, c'est qu'on soit visible, et ça, spectaculairement. Et ça permet aussi, quand je suis arrivé dans une entreprise en suivant le DRH, toujours un peu une question de légitimité. Est-ce que je suis là par compétence ou par copinage, ou un peu des deux, quoi. Et donc, l'idée, c'était vraiment de... Je pense qu'il y a un peu de compétence quand même. De toute façon, moi, j'avais pas de doute, mais effectivement, c'est de pouvoir montrer. On avait 50 000 candidatures en 2022, 200 000 en 2023. Ça montre que déjà, ça montre qu'on connaît notre métier, et ça montre aussi qu'on est attractif, qu'on n'est pas si nul que ça. Parce qu'il y a toujours un peu l'impression, mais il y a personne qui postule. En fait, non. Il faut quand même aller chercher des gens, et aller les chercher, c'est soit en les contactant, soit en étant visible, en leur donnant envie de postuler. Ok. La première fois qu'on avait échangé tous les deux, il y a quelques mois, tu m'avais dit que tu faisais très peu appel au cabinet de recrutement. Pas que tu étais anti, parce que tu connais bien l'écosystème, le métier, et c'est plus et c'est moins. Mais pourquoi tu as fait ce choix d'internaliser la très grande majorité de tes recrutements et d'externaliser une très petite minorité? Alors, effectivement, il n'y a pas d'idéologie par rapport à ça, puisque moi j'en viens des cabinets, et il y a des cabinets très bien avec qui on travaille, donc j'ai pas dit on ferme les cabinets pour fermer les cabinets. On
on faisait beaucoup appel au cabinet parce que c'était le business qui faisait appel au cabinet, et à juste raison, parce qu'il y a un moment où il faut qu'il fasse tourner la boutique. Localement, je faisais appel au cabinet du coin, etc. Là, je les juge absolument pas, parce que j'aurais fait exactement pareil. Si j'ai pas de CV qui arrive, il faut bien qu'il y en ait qui arrivent, et là, pour le coup, les cabinets nous trouvent. Donc ça, pour le coup, et c'est du business. Nous, s'il y a personne pour s'occuper des clients, on perd du chiffre d'affaires directement. Enfin, c'est très mécanique, nous. Donc, pas de sujet là-dessus. Moi, ma conviction, c'est qu'il faut qu'on travaille avec des cabinets qui soient meilleurs que nous, qui nous apportent quelque chose qu'on ne sait pas faire. Et je pense que d'aller chercher des gens de l'immobilier, c'est notre responsabilité. Comme dans le transport, je le faisais exactement la même chose. Pas besoin d'un cabinet pour me trouver des endroits où il y avait du métro automatique. Je fais mon mapping, je identifie les gens, je les contacte et j'entretiens ce vivier-là. Dans l'immobilier, pour moi, c'est exactement pareil. Si je dois chercher un gestionnaire copro ou un gestionnaire locatif ou un comptable, c'est exactement la même chose. S'il doit venir de l'immobilier, il faut que je connaisse ces gens-là. En Ile-de-France, il y a à peu près 1000 personnes qui font de la gestion de copro, qui sont gestionnaires, il faut les connaître. Les connaître, c'est pas les avoir tous interviewés, mais c'est en tout cas de savoir les identifier et les chercher quand on a quelque chose. Et puis, nous, on fait beaucoup appel aussi à des gens en reconversion, qui ont fait l'immobilier d'une façon un peu différente. Et là, pour le coup, on est quand même de loin le leader sur ce marché-là. On n'a pas besoin d'un cabinet pour parler en notre nom. On doit le faire nous-mêmes. Donc, je pense que ça avait oui, votre notoriété, elle parle tout de suite en plus. Exactement. Donc, les gens, ils savent très bien ce qu'ils peuvent trouver. En plus, nous, il y a un côté one-stop shop dans le sens où je veux faire de la transaction, on est là. Je veux faire de la gestion locative, on est là. Je veux faire des travaux, on est là. Il n'y a que nous qui avons ça. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'avoir des cabinets pour nous aider là-dessus. Et en plus, c'est un secteur qui est perfusé de cabinets de recrutement parce que nos concurrents, je le disais, sont tout petits. Donc, quand je fais un cabinet de 10 personnes, un cabinet de syndic de 10 personnes que j'ai un recrutement par an, évidemment, je n'ai pas internalisé ça, je prends un cabinet. Donc, il y a une myriade de petits cabinets de recrutement aussi qui vivent dans un secteur qui tolère aussi ce niveau de service-là, qui pour moi n'est pas un niveau intéressant. Et vu la taille qu'on fait, on devait internaliser ça. Donc, on a gardé des cabinets, évidemment pour des recherches confidentielles, évidemment sur des endroits où on ne sait pas faire, et aussi pour des endroits où on se dit on a envie que quelqu'un raconte l'histoire avec nous à notre place, parce qu'on a racheté une entreprise, etc. Donc là, on se fait un petit peu aider. Mais c'est des gens qui sont meilleurs que nous. C'est ou sur des métiers nouveaux ou des métiers nouveaux, des métiers de siège, j'en prends régulièrement. Un consolideur, on en a un tous les 3 ans, on ne va pas investir de temps là-dessus. On fait la première vague, on se dit s'il y a quelqu'un qui postule, voilà, ça c'est tout. Et on prend des cabinets par contre ultra spécialisés. Pour moi, c'est vraiment ça l'idée. C'est comme les outils de recrutement. Il faut des gens qui, quand je leur parle d'un poste, ils ont déjà 3 idées en tête que moi j'aurais pas. Si c'est pour aller faire du LinkedIn, ça j'ai pas besoin de, effectivement. Oui, ça vous saurez faire, ça c'est sûr. Exactement. Donc ça a permis effectivement de réinvestir cet argent-là dans plein d'autres dispositifs. En fait, en faisant baisser le coût en général, mais il n'y avait pas que ça, c'est surtout de travailler mieux. Et là, maintenant, on arrive à faire des recrutements en très très peu de temps, puisqu'on a déjà des shortlists prêtes. Alors ça, je vais revenir là-dessus, parce que tu as cité le mot tout à l'heure, tu as cité le mot vivier de talent, qui est vraiment important. Comment est-ce qu'aujourd'hui, je pense que c'est une douleur encore dans beaucoup d'entreprises, ce sujet des viviers. Oui. Comment toi, tu as construit, et avec tes équipes, vous entretenez ce vivier. Tu parlais de 1000 experts en copro sur la région parisienne. Ils sont dans votre fichier. Comme tu dis, vous ne les avez pas tous interviewés, toutes et tous interviewés aujourd'hui, mais vous les connaissez, vous les avez flagués. Exactement. Et comment vous gérez ça ? Alors moi, je viens vraiment de cette culture-là, puisqu'en fait, ce qu'on vendait chez Amorp ou chez Spencer Stuart, c'était notre vivier. C'est-à-dire que nous, on arrivait chez le client avec la shortlist prête. C'était ça qu'on leur vendait. Et c'est un peu comme dans l'immobilier, et après, je vais répondre précisément à ta question, pour le coup. Dans l'immobilier, quand on vend un appartement, vendre un appartement à Paris, c'est pas compliqué. Vous avez des milliers d'acheteurs pour peu de biens. Mais notre travail, le travail de l'agent immobilier, du conseiller immobilier, c'est justement de faire aboutir la vente en très peu de temps, dans les bonnes conditions. Donc, parce qu'il connaît son secteur, il connaît les gens. Donc ça, pour moi, c'est la même chose. Et ça justifie effectivement les honoraires importants des cabinets de dirigeants ou l'investissement qu'on met dessus, notamment nous en termes de temps. Donc nous concrètement, si on se dit qu'il faut qu'on connaisse les gens qui font de la copro, on prend toutes les sources où ils sont disponibles, où ils sont visibles en tout cas, que de l'information publique. Ça pour le coup, on mélange pas les genres. Dans notre système, c'est que des gens à qui on a parlé ou qui nous ont dit OK pour être chez nous, parce que sinon on va trop mélanger les sujets. Et puis et après on fait pour le coup là c'est de la dentelle, c'est géographie par géographie. On a identifié, on a mappé, pour le coup, boîte par boîte, et après, gestionnaire par gestionnaire. Donc, c'est un travail de fourmi. Okay. Donc, tu vas prendre, je sais pas, le département 78, et tu vas savoir à Versailles qui fait quoi. Il y a 14 syndics, le dirigeant à chaque fois, c'est ça. Okay. Et là, c'est à l'ancienne. C'est les pages jaunes. Alors,
Par contre, les pages jaunes, moi je le faisais à l'époque, hein, mais il fallait copier-coller tout ça. Là maintenant, hop, on met tous les pages jaunes, on met ça dans un outil d'IA, dans un GPT qu'on a designé nous, et que là, ça sort tout de suite. Donc on gagne du temps, mais la méthode reste exactement la même. Et donc après, c'est savoir comment est-ce qu'on veut communiquer avec ces personnes-là. Donc il y a déjà, et puis nous, on a quand même plein de gens qui ont postulé chez nous. Donc on a une base quand même de départ. Là, on a à peu près 300 000 personnes dans la base. Là, en fait, notre principale CV Tech, elle est là. Donc, pour le coup, c'est comment ces gens-là, on les entretient. Donc là, on va commencer plutôt cette année, maintenant qu'on a une base qui est solide. C'est pour le marché externe, des gens qu'on n'a jamais contactés, c'est effectivement utiliser des méthodes commerciales. Pour le coup, moi, je m'inspire plus du marketing effectivement que des RH pour ça. C'est effectivement d'être capable de cibler et de faire des séquences de contacts pour dire, avec des call to action, de dire si ça vous intéresse, nous, voilà ce qu'on fait, vous nous connaissez forcément, voilà ce qu'on fait, si vous voulez postuler, c'est ça. L'idée, c'est qu'à un moment, ils ont en tête le jour où ils se posent la question et que la personne pas intéressée en juin, elle le sera peut-être en septembre, parce que ça va vite, et ça va vite dans tous les secteurs. Donc ça, il faut vraiment te dire, tiens, je cherche un job, forcément en tête, j'aurai 3-4 boîtes, comme dans le grand public, si je cherche un job dans le luxe, c'est toujours 3-4 noms qui arrivent tout de suite. Nous, dans l'immobilier, c'est pareil. Donc là, on est sur du message, en fait, assez transactionnel avec soit j'ai un poste, soit j'ai pas de poste, mais en tout cas, et on prend contact avec les gens sans poste. Je pense que c'est ça qui marche bien. C'est que quand on reviendra vers eux, quand ils verront une annonce, ils vont dire ah bah oui, en fait j'ai déjà eu une interaction RH avec Foncia, avec Esset, avec Assurimo, avec toutes nos marques, ça peu importe. Mais la base, elle est constituée à la main par des recruteurs. Ça, il n'y a pas le choix. Vous parlez de douleur, je pense qu'il faut passer par là. Il n'y a pas le choix. De toute façon, faut pas rêver. Il faut connaître son marché et être capable de l'identifier. Et puis pour les gens qu'on connaît, qui à un moment nous ont fait confiance pour en postulant chez nous, même si on les a pas recrutés, surtout si on les a pas recrutés, c'est donner de l'information de temps en temps. C'est ça qu'on fait. Mais je faisais ça beaucoup dans le transport, c'est de dire voilà l'actualité du groupe. Dans le transport, c'était on a gagné un nouveau marché aux Philippines. Voilà. La personne, elle ira jamais aux Philippines, elle s'en fout complètement dans le fond. Mais elle a tu lui donnes de l'info. Ouais. On lui donne de l'info, on lui dit pas juste viens postuler parce que ça, c'est bon, ça elle sait faire, pas besoin de nous. Mais c'est qui nous est en tête pour le jour où il se pose la question d'eux. Ils pensent à nous spontanément. Ils ont déjà une image plutôt positive. Donc c'est quoi, c'est un modèle newsletter? C'est plutôt un peu ce modèle-là, mais pas en mode newsletter, mais plutôt je vais prendre vos nouvelles et je vous en donne. Ouais, ok. De façon la plus spécifique possible. Et donc c'est là où on fait des niveaux de service différents parce qu'on a un dirigeant, on va pas complètement raconter la même chose qu'un gestionnaire confirmé. On va donner de l'info marché. Le dirigeant, ça va plutôt être l'info plus business. Voilà, on va un peu séquencer comme ça. On va pas donner le même message. Et ça, c'est du marketing. C'est en fait en fonction de sa population, comment on le fait. Donc moi, je travaille avec les équipes marketing et communication là-dessus d'ailleurs parce que pour moi, c'est un métier. Et ça, tu le fais pour la France, mais tu le fais aussi pour les autres pays. Pour l'instant, je le fais sur la France parce que c'est le plus gros et puis parce que c'est le plus c'est ce que je connais le mieux, il faut être humble là-dessus. Et je pense qu'après, c'est des choses qui sont complètement réplicables. Par contre, qui demandent un travail à l'origine, mais réparti dans l'équipe. Donc, en fait, la douleur, elle passe un petit peu. Et ça, je pense qu'avec des outils comme Operator en IA, ça, on va pouvoir l'automatiser. Et ça, c'est très bien. Il faut que ta base soit propre. Il faut que la base, c'est ta base candidat, en fait. C'est une base de données. Donc, en fait, il faut que ce soit propre. Et que donc, tes équipes de recrutement, ils soient rigoureux, ils soient carrés là-dessus. Donc, cette expérience, c'était un travail qu'on faisait un peu au fur et à mesure. Puis, à un moment, pendant l'été, il y avait des gens qui étaient là, qui n'étaient pas en vacances. Et ben voilà, c'est typiquement un travail d'été. Oui, avec la fierté aussi de le présenter après au comité de direction de chaque entité dans laquelle on est. Et on parle à des gens du métier, on leur dit en fait, nous, votre métier, on ne le connaît pas et vous connaissez mieux que nous. Et par contre, votre environnement, votre écosystème, on peut s'y insérer, on va pouvoir vous aider aussi. Donc, il y a quand même un côté rewarding, pour le dire en mauvais français, on a produit quelque chose. Donc, je pense que dans le côté vivier, il y a quand même la satisfaction de faire des choses concrètes, même si le ROI est faible sur le moment. Il ne faut pas aller chercher le ROI sur ces sujets-là tout de suite, mais de dire voilà, c'est quelqu'un qu'on avait identifié il y a 2 ans, qu'on a contacté il y a 1 an et qu'on recrute aujourd'hui. Voilà, ça pour moi c'est la beauté du recrutement. De toute façon, c'est toutes les bonnes techniques marketing communication. Exactement. Il faut avoir la marque X fois pour bien le. Au moment où on se dit voilà, pourquoi pas. Voilà. Et c'est pareil en recrutement. Exactement. Pour moi c'est là-dessus qu'il faut se caler. Ouais. Certes, tes cibles connaissent Foncia parce qu'elles sont du milieu, elles sont dans l'immobilier, donc on ne peut pas ne pas connaître Foncia. Mais ce qui n'est pas la même chose que dire je vais postuler chez Foncia, et c'est là où il faut effectivement avoir ce. Et je connais Foncia parce que je connais quelqu'un chez Foncia, je connais la marque, je connais les avis, et je me sens aligné. Mais en fait, il y a plein d'autres choses, il y a plein d'initiatives qu'on prend, et donc ça, faut qu'on le montre aussi. Ok. IA, c'est cool, tu en as parlé aussi, c'est génial pour mes transitions ça. Tu as parlé d'IA. C'est quoi la place, toi, aujourd'hui, là en 2025, de l'IA dans tes processus recrutement, gestion des talents? Et c'est une double question quelque part, comment tu la vois évoluer cette place dans les prochains mois, prochaines années dans ce métier?
Alors, je pense que c'est le sujet un peu comme le digital. Il y a 15 ans, tout le monde parlait de digital. Il y a 7-8 ans, c'était la data. Je voulais faire de la data. Ça plaisait au comité de direction. Là, je pense que c'est Il y a eu le Web effectivement 3 l'IA. aussi qui est passé entre les deux, mais qui est Ah, pas. toi, t'as vu, c'est moins vu celui-là. Non, Il est passé très vite. Et donc là, l'IA est partout, il faut en faire. Mm. Je pense que la vraie différence, quand même, c'est que là, c'est dans la poche de chacun, en fait, puisque chacun peut l'utiliser avec son ChatGPT. Et donc, voilà, je pense qu'il y a une acceptation dans le grand public qui est quand même un peu différente, donc il faut qu'on s'en occupe. Donc, nous, on est plutôt au stade de POC, je pense plutôt aujourd'hui, il faut être humble là-dessus. Et surtout que c'est quand même quasiment que des outils américains, à part Mistral. Et donc, autour de la donnée, et là, on est quand même sur des sujets RH. Tout de suite, c'est quand même de la donnée personnelle. Donc, il faut quand même qu'on soit vigilant là-dessus. Mais ça n'empêche pas de travailler et ça n'empêche pas surtout d'industrialiser des choses qu'on faisait laborieusement. Je parlais effectivement des viviers aujourd'hui. Avec un compte ChatGPT Pro, ils ont branché Operator dessus. Operator fait des actions à ta place. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'identif sur une CV Tech en lui disant ce que tu veux faire sans ouvrir les CV. Ça, c'est quand même assez puissant. Ah oui. Et ça coûte 200 € par mois. C'est-à-dire rien par rapport au budget RH qu'on peut avoir sur des outils ou sur de la visibilité. Donc, il y a des choses comme ça qui arrivent, mais je pense que ça reste... Comme c'est pas complètement encore intégré à des outils type ATS, et nous on dépend quand même, tout passe par l'ATS, même la communication, ou par des mails, puisque Copilot marche quand même pas bien. Pour le coup, on peut pas encore l'industrialiser, mais on sait que ça arrive. Donc moi je pense qu'effectivement sur la partie recrutement, je vois des usages notamment dans la communication avec les personnes, sur la partie test, sur la partie chatbot conversationnel, et sur la partie vidéo ou tout ce qui peut être généré avec des avatars. Mais par exemple, sur le français, les langues aujourd'hui sont pas très bonnes. C'est-à-dire que c'est de l'anglais un peu métallique. Enfin, on sent que c'est quand même pas très naturel. Donc, ça avance bien et je pense que ça permet surtout de gagner du temps sur des actions et de visibilité et de communication de premier niveau à faible valeur ajoutée avec des candidats. Sur le recrutement, je le vois là-dessus. Ce sur quoi on travaille beaucoup, c'est surtout sur la partie plutôt process et saisie, parce qu'il y a quand même beaucoup d'actions qui se font en saisie. Moi, je gère les relations écoles du groupe aussi. Et donc, voilà, il y a des fichiers, des Excel dans tous les sens. Là, il y a des choses qui existent pour un peu automatiser tout ça. Je pense qu'il y a des boîtes qui le font déjà. Et l'avantage de l'IA, c'est qu'on peut le gérer à part des outils existants. Et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Une fois que vous êtes coincé avec un SIRH, si le SIRH n'est pas très bon en IA, vous allez être coincé avec. Et c'est pour ça que moi, je voulais prendre un outil d'un ATS qui était dans un grand groupe, parce que je me sais bien qu'un jour, ces Gilles, ils vont forcément s'y mettre. Les plus petits ATS, je pense que c'est un peu plus risqué. Ils n'auront pas forcément les moyens d'investir dedans. Ces Gilles, ils vont racheter une boîte qui fait ça, ils vont l'intégrer, c'est très bien. Donc, je pense d'être avec des gros, pour le coup, c'est intéressant. Et c'est uniquement pour fluidifier des choses qui existent déjà. Ça ne va pas nous faire notre métier à notre place. Ça, c'est clair. Et donc voilà, moi je vais plutôt là-dessus, sur la partie process, tout ce qui est saisie, etc., de gagner du temps. Et là, je pense qu'on est plutôt au début sur la partie talent management que tu citais. Ouais. Effectivement, d'éclairer des directions sur des grands volumes, je pense que ce sera d'autant plus utile, et de pouvoir permettre des parcours plus individuels et spécifiques, parce que c'est quand même ça la grande force de l'IA, à des collaborateurs ou à des candidats. Voilà, je pense que cette personnification, elle va être très forte. Je pense qu'aujourd'hui, c'est encore un petit peu tôt et qu'aujourd'hui, il y a plein de choses qui prennent des noms d'IA qui n'en sont pas complètement. Le vrai IA génératif, je pense qu'on n'y est pas encore complètement, mais oui, mais forcément, on l'intègre déjà et surtout, c'est un outil du quotidien où moi, je fais tous mes mails, par exemple, dans toutes les langues en discutant avec ChatGPT. Et ça, on gagne un temps fou. En fait, sur des fonctions corporate, on gagne un temps à faible valeur ajoutée là-dessus. Ah bah c'est clair. Tu utilises chez CJ de la partie chatbot relation avec les candidats. Ça, on va le déployer en juin. KMB, exactement, voilà, qu'ils ont racheté. Quel est l'ancien nom. J'imagine qu'ils sont en train de l'intégrer là. Exactement. Donc ça, et c'était, pour le coup, c'est le Club Med, je crois, qui l'utilise. Il y avait eu 300 000 interactions. J'étais assez surpris de succès-là. Et c'est vrai que moi, je l'avais testé l'année dernière. Je trouve que c'était pas très satisfaisant d'un point de vue géographie. Et nous, c'est important. Donc, je reviens là-dessus. Ouais. Et là, pour le coup, c'est beaucoup mieux et on voit que ça va très vite. Donc là, on va l'intégrer à partir de juin et voir si ça fonctionne. On a pris on prend toujours un an et on voit si ça fonctionne. Je pense que ça peut apporter quelque chose de plus et une image aussi moderne de l'entreprise dans un secteur qui ne l'est pas forcément nativement. Donc, en tout cas, en image. De nouveau, c'est un peu injuste, mais c'est comme ça. Donc je pense que ça donne le côté, on est capable de faire ça aussi. Ok. Et est-ce que tu utilises des outils IA pour tes équipes, pour l'analyse des entretiens de recrutement, tu vois? Je pense à un Naboo, je ne sais pas si tu connais Naboo, mais il y en a d'autres, qui est un outil français pour le coup. Moi, je fais Ringover, c'est un outil français aussi pour le coup. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça va, je m'en sors pas mal là-dessus. Il y a combat, mais moi j'ai aucune part ni l'un ni chez l'autre, mais oui. Et voilà. Pour tes équipes elles-mêmes, pour l'analyse des entretiens, exactement. etc. Il y a le côté asynchrone qui est intéressant, et puis en fait, ça permet
notamment aux juniors, par exemple, il y a des stagiaires qui arrivent là, par exemple, ils vont le prendre dès le début. Ça leur permet de s'entraîner beaucoup plus et d'avoir un retour tout de suite sans forcément que leur manager soit là en permanence à côté d'eux. Donc, non, et pareil, mais c'est juste un peu de digitaliser des choses qu'un bon manager était capable de faire. Par contre, ça va pallier un manque d'accompagnement possible. Ça va permettre de le faire avec un outil. Mais oui, ça fait des simulations d'entretien aussi. Donc ça, c'est quand même ultra riche. Donc et c'est pas très cher en plus. C'est toujours un sujet qu'on a en général, mais c'est vrai que c'est pas des technologies qui, comparées à ce qu'on connaît sur des ATS, oui, c'est pas du tout les mêmes rapports, quoi. Non, les budgets IA, déjà on peut déjà faire des choses pas mal avec pas des objets. Ça c'est clair. Puis avec un ATS, il faut quand même toujours avoir. Voilà. J'ai pas une énorme entreprise. Hein, je suis tout petit, je suis ridicule par rapport à vous en termes de taille. On a déjà pas mal d'outils en IA parce qu'en fait. On peut se le permettre et on peut tester, on peut changer. Et d'ailleurs, c'est un message que je fais toujours passer. C'est oser tester, oser regarder, oser évaluer. Et les outils bougent. En plus, les moteurs, ils changent à une vitesse de dingo. En fait, c'est presque ça. C'est la vraie différence avec les outils habituels qu'on a où on avait 6 mois pour se former, 1 an pour s'y mettre et 3 ans, ça commençait à tourner. Là, pour le coup, il faut être tout le temps en agile et ça va se périmer très vite. C'est plutôt ça où c'est. Et je pense que pour des entreprises, c'est pour ça qu'on ne le voit pas sur des très gros outils aussi, je pense. C'est que c'est quand même difficile de prévoir ce que ce sera dans 3 ans. Alors que quand on déploie un ATS ou un SIRH, il faut savoir ce que ce sera dans 3 ans. Donc, et que la technologie, à mon avis, elle va être se périme beaucoup plus vite que ça ne l'a été. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Donc il faut qu'on garde une forme de souplesse aussi. Donc, et là, on gagne beaucoup de temps. Nous, c'est sur les présentations, par exemple. On prend Gamma et Synthesia. On gagne un temps fou. On a pu aligner les slides. Ça, c'est clair. Et ça, c'est quand même, pour des fonctions corporate, c'est quand même un gain de temps dingue. Oui, c'est pas votre cœur de métier en plus. Donc ça, c'est clair. Suite dont on n'a pas parlé, je voulais parler avec toi parce que je crois que tu as un vrai programme de cooptation. Aujourd'hui au sein du groupe. Oui. Comment est-ce que tu le travailles? Est-ce que pour toi, tu en fais une stratégie aujourd'hui importante? Oui, parce que c'est à peu près 15% de nos postes qui se font par cooptation. Sur les 3000, ouais. Ouais, donc c'est quand même pas mal. Ouais, c'est un beau volume. Hein. Et là, on a regardé en plus si c'était des candidats de meilleure qualité, je vais le dire comme ça. Et oui, c'est des gens qui souvent restent plus. On a pris cet indicateur-là, mais c'était quand même révélateur que c'est des gens plus adaptés, en tout cas, à notre contexte. Comment la force de la cooptation. Est-ce que tu traites tes candidats cooptation un peu en mode VIP particulier parce qu'ils viennent un peu de partout? Est-ce que c'est, je sais pas, le gestionnaire copro qui travaille à Bourges, qui en connaît un autre et qui dit viens chez nous, machin. Alors c'est beaucoup comment ça fonctionne, ouais. Non, mais c'est beaucoup. Et en fait, ça se faisait déjà évidemment avant qu'on ait un programme de cooptation. Il y a une cooptation naturelle, surtout que c'est des gens où le savoir-être est très important, donc on peut avoir des belles histoires de gens qui viennent pas du secteur, et dans le secteur ils se connaissent tous globalement. Donc, sur un territoire ils se connaissent tous, hein, j'imagine. Puisqu'ils se croisent, en fait ils sont en compétition et collègues, donc en fait puis tout le monde se croise tout le temps, tout le monde a un peu bougé, travaillé ensemble, donc je parlais de fluidité du marché, c'est vrai aussi là-dessus, tout le monde sait tout ce qui se passe. Et donc ça, l'enjeu était plutôt de valoriser finalement la cooptation, l'engagement que prend un collaborateur de se mouiller finalement pour l'entreprise, parce qu'on lui a quand même rien demandé. Certains le faisaient beaucoup naturellement soit par discipline, soit par réflexe, mais là on voulait que l'entreprise dise on est prêt à payer des fois des cabinets de recrutement ou des annonces, etc. C'est normal aussi de récompenser, pas uniquement de façon pécuniaire, mais de façon pécuniaire aussi, les collaborateurs qui se mouillaient pour l'entreprise, parce que c'est pas une recommandation. Je pense que nous on fait vraiment la différence entre les deux. C'est pas juste de dire je pense qu'il est bien, c'est de dire je pense qu'il est fait pour nous et je vais lui en parler et je vais lui donc dire je me mouille aussi. Je me mouille aussi. Complètement. Je pense que c'est vraiment ça, cet engagement-là. Et si ça se passe pas bien, j'ai une petite responsabilité quand même. Au moins, en tout cas, je pense que la personne coopteuse ressent cette responsabilité-là. Donc, pour le coup, on a complètement lié à l'outil de recrutement, parce que vu les volumes qu'on traite, on pouvait pas avoir trop de sources de recrutement séparées, parce que sinon, ça arrivait dans tous les sens. Une politique qui est très simple. On l'a focalisé sur un certain nombre de métiers qui sont des métiers critiques pour l'entreprise. On n'est pas rentré dans c'est difficile à recruter ou pas, parce que ça, j'ai jamais reçu ce que ça voulait dire d'être ce qui était difficile. Un contrôleur de gestion, c'est pas difficile parce que vous avez 200 candidatures. Trouver le bon contrôleur de gestion pour nous, c'est une difficulté. La difficulté, elle est là. Elle n'est pas sur le sourcing. Bon. Et donc là, on a pris des postes qui étaient plutôt critiques. Donc toujours pareil, gestion de copro, les commerciaux, gestion locative, comptable, etc. Et on a fait en fait un système de primes, 1 000 euros
un chiffre unique pour que ce soit simple, Waouh, et payer ça- si les gens valident leur période d'essai. C'est un bon montant. Hein. C'est un bon montant, surtout dans Ouais. notre secteur, mais en même temps, c'est des métiers qui apportent du business. En fait, c'est comme ça qu'on l'a réfléchi, donc on se dit c'est un bon investissement et ça reward aussi le coopteur. Donc c'est très vertueux comme système. T'as des top coopteurs ou pas? Tu Oui, regardes ça, un peu ça mais à qui on fait un petit cadeau en plus aussi. On a les meilleurs espoirs aussi, on va faire ça cette année. Des gens qui ont chouette. coopté sur des postes mais qui ne sont pas ouverts à la prime, mais on les récompense quand même avec des systèmes de cadeaux. Encourager les gens, Exactement, parce que voilà, c'est quand même pas rien. Ouais. Ou même il y en a qui font rentrer des alternants, ils n'ont pas de prime, mais en tout cas, voilà, ils s'engagent pour la boîte. Donc, et on a des gens qui en ont coopté 5 ou 6, je crois, qui ont été recrutés. Donc c'est quand même pas mal. Ouais, ça commence à faire des jolis montants, quoi. Exactement. Donc c'est bien pour tout le monde parce que c'est des bons candidats. Enfin, voilà. Et nous, on ne paye que, effectivement, c'est les choix qu'on a fait après que les gens sont sûrs que ça fonctionne et pour eux et pour nous. Donc voilà, on a simplifié comme ça. Le fait de trouver un candidat en soi, on n'a pas valorisé ça parce que ça en soi, c'est pas difficile. On pourrait pu les trouver tout seul. Par contre, de savoir que c'est la bonne personne et de le convaincre de venir, ça se reward. Ok, intéressant. Et on a pris un outil spécial qui est KeyCoopt, qui est branché avec Cegid en fait. Et c'est beaucoup plus simple. Ils se parlent. Exactement, en fait, tout est automatique. Ouais. Ok. Parce et après, ce qui est important, c'est d'animer, surtout, c'est de la com, en fait, beaucoup la cooptation. Donc, on a une newsletter, on a un billet mensuel, on a des affiches dans les agences. Il faut que ce soit un réflexe, en fait. C'est que dès que j'ai quelqu'un, et là, on est ouvert à la candidature spontanée, dès que j'ai quelqu'un en tête, hop, je le mets chez Foncia. Quoi. Non, mais c'est intéressant. Aussi simple que ça. Tu vois, moi, quand j'étais en charge de recrutement chez Groupama, j'avais pas mal de cooptation. Et à l'époque, le digital était moins présent qu'aujourd'hui. Donc, je te raconte pas le nombre de CV qui m'arrivaient dans les agences Groupama et qui remontaient après au siège. C'était un joli foutoir à trier. Plus, je raconte ma vie, mais chez Groupama, en plus, ce sont des mutuelles. Et donc, tu as des administrateurs qui sont des clients, des administrateurs bénévoles. Et donc, évidemment, eux-mêmes cooptent des gens. Ils connaissent du monde. Ils connaissent du monde, et puis toujours leur candidat est toujours le meilleur. Des gens très bien. Voilà. Et alors, nous, pour le coup, on n'a pas de traitement VIP. On a fait ce choix-là parce qu'après, ça devient un candidat comme un autre. En fait, on n'a pas de traitement VIP. Par contre, j'avais un consultant dans mon équipe qui était dédié co-coopté. Oui, d'accord. Ouais. Pour s'assurer qu'ils étaient bien suivis, parce que sinon, ils partaient dans les méandres. Et on avait, à l'époque, en tout cas, quand je suis arrivé, des soucis de coopter qui se perdaient dans la nature. C'est le CV qui reste à l'agence et puis qui remonte jamais au siège. Quoi. Exactement. C'est vrai qu'on a moins ces problèmes-là aujourd'hui. Avec le digital, exactement, ça facilite. Et pour le coup, on a des tuyaux qui sont complètement alignés entre cooptation et recrutement classique. Donc ça évite de se poser ces questions-là. Donc, et puis d'avoir un outil tel que KeyCoopt, rien à d'autre, mais tel que KeyCoopt qui est impact, qui est en API, j'imagine, avec l'ATS. Là, c'est top. Toi, ta base, elle est propre. Et d'où après exactement, d'où la stratégie de nurturing, absolument. Enfin, tout est lié derrière. En fait, ça c'est hyper malin. Mais ça, faut y réfléchir au début, en fait, quand on choisit l'outil, pour être sûr que ça va pouvoir concerner tout ça. Il faut savoir ce qu'on met dedans. La question, la réponse est un peu dans la question, parce que j'imagine qu'une entreprise comme la vôtre est sensible au sujet de l'inclusion, de la diversité. Est-ce que vous avez mis en place des choses particulières ou est-ce que toi tu as des indicateurs en termes de challenge sur ces sujets, ou comment tu vois les choses? Alors, deux choses. En fait, nous, la richesse, je trouve, qu'on a dans l'entreprise et dans le secteur, c'est qu'on a des profils extrêmement diversifiés. Alors, ça n'empêche pas qu'on met des actions en place spécifiques, mais pour le coup, nous, on ne recrute pas forcément au diplôme, on ne recrute pas à l'âge. Il y a plus de 5% de recrutement, c'est des gens de plus de 59 ans, donc c'est quand même assez... Et c'est pas que des CDD de 2 semaines pendant l'été, c'est vraiment des gens qui sont en CDI chez nous. Donc, mais ça, alors j'allais dire, c'est presque naturel. Pour le coup, c'est une vraie culture d'entreprise d'avoir tout type de profil, mais aussi des gens diplômés qui sont fils de gens qui sont dans l'immobilier. Enfin, il y a une grande diversité, et c'est pour ça que moi, je suis jamais très favorable aux entreprises qui recrutent sans CV, parce que je trouve que ça nie quand même l'identité de la personne. Je suis très aligné avec toi sur le sujet. Si la personne, elle a eu un parcours de vie, et puis elle apporte son parcours de vie, en fait. Puis à l'heure de LinkedIn, c'est un peu n'importe quoi. Donc, je pense que philosophiquement, je trouve que c'est pas... on prend la personne comme elle est, et ce qu'elle peut rapporter. Et si effectivement elle a fait pendant 5 ans de la vente de vêtements, ça peut être intéressant pour certaines choses. Par contre, il faut faire preuve d'ouverture dès le départ. Et ça, pour le coup, c'est vrai qu'on a, je pense, cette chance-là, c'est que et en fait, on a des candidats et des collaborateurs qui ressemblent aux clients et qui ressemblent aux territoires dans lesquels ils sont. C'était à peu près dans le transport aussi. C'était la grande force de la RATP, c'est qu'ils recrutaient des gens d'Aubervilliers pour Aubervilliers, de Montrouge pour Montrouge, etc. Donc on a, je pense, une sociologie assez représentative de ce qu'est la France aujourd'hui, et c'est vrai dans les autres pays aussi. Ça, je peux en parler vraiment aisément comme ça. Je pense que... Donc ça, c'est, je dirais plutôt une culture d'entreprise et des pratiques. Et puis, de façon plus spécifique, alors c'est un des axes, mais c'est celui que je pilote, donc je vais en parler plus facilement. On a une mission handicap et santé qui est
plutôt bien développé. On a un accord agréé depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Donc là, on a vraiment des moyens dédiés, une équipe dédiée sur de la sensibilisation, formation, accompagnement administratif, accompagnement concret. Et ça, c'est un bon axe puisque finalement, on appelle ça d'ailleurs handicap et santé maintenant, puisque c'est pour inclure le plus de sujets possible. Si ça ne vous concerne pas directement, ça vous concernera peut-être un jour et ça concerne sûrement quelqu'un de votre entourage. C'est un bon exemple de dire si on est capable d'intégrer et de faire travailler des personnes qui ont des troubles mentaux, qui ont besoin d'une adaptation, qui ont des handicaps complètement invisibles ou qui reviennent de longues maladies, etc. En fait, on peut travailler avec tout le monde. Les sujets, ils sont plus là-dessus, ils sont plutôt sur les compétences, etc. Donc ça, pour le coup, je pense que ça fonctionne plutôt bien. On a la chance de venir d'environnements qui sont déjà relativement divers, majoritairement féminins, si on prend uniquement le sujet de genre, avec quand même après voilà, une sociologie qui fait qu'on a des contraintes très fortes d'organisation, des AG le soir, etc. Oui. C'est pas ce qu'on demande aux clients de les faire en journée. C'est mieux pour tout le monde parce que celui qui travaille jusqu'à 21h, le lendemain, il reprend à 9h. Donc, il ne fait pas ça toute l'année, ça s'adapte évidemment. Mais voilà, il y a des contraintes de temps qui sont effectivement quand même assez importantes et des disponibilités qui sont importantes. Donc, voilà, nous, on travaille beaucoup là-dessus pour que finalement, la personne qui est arrivée assistante, qui est une femme, si elle veut passer gestionnaire, il faut aussi que son agenda puisse s'arranger par rapport à ça. Et c'est quand même une réalité sociologique que c'est quand même plutôt les femmes qui portent la charge mentale et le temps de la vie quotidienne, du foyer, etc. Ça reste encore vrai. Et nous, on est dans cette réalité-là de toute façon. Donc, la charge à nous plutôt notamment pour tout ce qui est âgé, c'est que ce soit en journée, que ce soit compatible avec une vie en dehors de l'entreprise qui, pour le coup, n'est pas dans la culture des clients qui, eux, sont attachés à leur AG à 19h, ce qui n'a quand même pas vraiment de sens. Non, mais c'est des habitudes qu'il faut un peu combattre, et ça avance plutôt bien. Ok. Avant que je te pose mes traditionnelles questions de fin d'épisode, j'avais une petite question pour nos auditeurs. Si toi, avec ton recul maintenant professionnel de cabinet et RATP Dev, Emeria, et puis tes années chez Emeria, quel conseil, c'est quoi tes 3 conseils que tu donnerais à un RH qui aujourd'hui aurait du volume en recrutement et qui peut-être serait pour la première fois confronté à ce sujet? Alors, je pense que c'est d'avoir beaucoup d'indicateurs, d'être sûr d'avoir tous les indicateurs en place. Je pense que c'est moins vrai quand on a moins de volume parce qu'on peut le faire un peu à la main. Là, il faut vraiment être en pilotage complet avec des dashboards. Il faut savoir où ça en est. Moi, en temps réel, je sais exactement combien de recrutements ont été faits aujourd'hui, combien de postes ouverts. Ça, il faut être capable de gérer tout d'un coup d'œil et de se dire, je ne peux pas tout connaître et tout maîtriser. De toute façon, je vais devoir faire confiance et laisser passer. Il y a des choses que je n'aurais pas fait de la même façon, mais c'est pas grave. Donc ça, je pense que c'est la première chose, c'est piloter et laisser la main. Deuxièmement, c'est se faire accompagner, notamment sur la partie système. Le plus important, je pense, c'est quand même les systèmes. On peut raconter plein de choses, mais il faut que ça fonctionne, parce que si ça fonctionne pas, on est foutu dans ce métier-là, parce que au-delà d'attirer du candidat, il faut aussi faire tout son suivi, avoir tout l'historique, connaître toutes les relations qu'on a pu avoir avec lui. Donc, il faut que le système il fonctionne vraiment comme un moteur de voiture, quoi. Ça, pour le coup, il faut que ça fonctionne tout le temps et très bien. Et puis, effectivement, de s'ouvrir, et je pense que ça va résonner avec les dernières questions que tu as, d'être en lien avec le marketing, la communication, d'avoir des idées en fait qui viennent des fois d'autres environnements, d'autres façons de faire. Je pense que ça nourrit beaucoup. Et finalement, quand on est sur des funnels de candidature, c'est exactement comme des funnels commerciaux. Quand on parle de reach, c'est comme de la communication, c'est comme du marketing. Quand on parle de marque, c'est vraiment de la communication. Et ça nous concerne tous. Donc, il faut être, à mon avis, alerte et se faire aider, je le dirais comme ça, par des gens qui sont passés par là, des cabinets, des gens comme toi qui ont une vision un peu marché. Moi, quand je parle à des prestataires, je leur demande toujours, ou des partenaires, puisque c'est comme ça qu'on dit, avec qui ils travaillent aussi, comment font les autres. Moi, je trouve ça super intéressant. Tout le monde réfléchit à peu près à la même chose. Donc, il y a sûrement des bonnes idées à prendre à gauche, à droite. Donc, voilà, de se faire aider à avoir cette humilité-là. Oui, ça, c'est clair. Ok, merci. Ça, c'est hyper riche, Geoffroy. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote pro qui t'est arrivée avec un candidat, un client, chez Emeria ou avant? Tu peux anonymiser évidemment les choses. Quelque chose que tu n'as jamais raconté encore à personne. Alors, j'ai un peu réfléchi, c'était pas une question facile, honnêtement.
parce que ça parle de moi, donc c'est toujours un peu plus difficile que de parler des choses qu'on a mises en place dans une structure. Non, en fait, peut-être ce que j'avais jamais dit, c'est que le poste que j'ai aujourd'hui chez Emeria, moi, je l'avais refusé au début. J'avais même pas voulu en discuter avec mon DRH. C'est vrai. Ouais, j'avais pris un nouveau poste chez RATP Dev, Oui. et quand il m'a appelé pour ça, je voyais venir un petit peu, quoi, mais c'est normal. Je suis un peu resté sur le côté, ça fait plaisir, parce que c'est quand même très plaisant d'être appelé par quelqu'un Oui, pour son qui a ego, c'est travaillé, plutôt pour chouette. le coup, Bien sûr. donc j'étais un peu resté là, puis donc il y a eu un peu je me suis dit, bah non, bah là je suis bien où je suis. Voilà, j'en étais resté là, et donc j'ai dû faire ce travail un peu de dire, est-ce que t'as pas fait une connerie en fait, et donc au moins intéresse-toi au poste. Donc je l'ai vraiment refusé, mais sans aller jusqu'à la proposition et tout ça. Et après, quand on s'est vu, on savait qu'on allait travailler ensemble. Il n'y avait plus de doute, mais voilà. Donc j'avais vraiment refusé le poste, mais de façon très honnête et très définitive. Voilà. Ok, très, très, très sympa. Quel est un peu ton, alors moi ce que j'appelle ton on n'a jamais fait comme ça préféré en matière de RH? On va dire c'est cette pratique peut-être innovante, cette pratique un peu moderne que tu aimerais voir généralisée partout aujourd'hui dans le monde du recrutement, dans le monde des RH. Alors, je parlais du recrutement, mais je pense que les RH, c'est un peu pareil aussi. C'est vraiment de s'inspirer Pour moi, c'est du marketing qu'on fait, en fait. Donc, d'avoir cette réflexion-là de c'est quoi notre cible, c'est comment est-ce qu'on va comment on va leur parler. Ça, pour moi, c'est vraiment un travail de marketing et de communication, parce que pour moi, les deux c'est vraiment la même chaîne. Voilà, plus que d'être sur une base qui va être juridique ou qui va être RH, quoi. Je pense qu'il faut partir de dire, si on invite, et c'est vrai pour les collaborateurs aussi. Comment est-ce qu'on parle à un gestionnaire locatif à Bayonne qui a été racheté il y a 2 ans? Honnêtement, pour lui, Foncia, Emeria, tout ça, c'est pas son quotidien, ça l'intéresse pas, et c'est normal, c'est pas ce qu'on lui demande non plus. Mais comment est-ce qu'on va le toucher, donc le reach, et comment est-ce qu'on arrive à ça? Donc, et après, comment est-ce qu'on le pilote? Donc, pour moi, c'est vrai, effectivement, on n'a jamais fait comme ça en RH, c'est parce qu'il y a sûrement d'autres qui l'ont déjà fait avant nous. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast? Soit comme toi, des collègues RH que tu trouves inspirants, des gens que tu connais ou que tu connais pas d'ailleurs, que tu aimerais peut-être entendre, ou des solutions RH, tu te dis tiens, j'ai envie d'en entendre parler. Alors, en personnes qui m'ont un peu inspiré dans ce métier-là, moi j'en vois 2. Une que je connais pas du tout, mais que je suis, c'est Mathilde Cause de Mazars. Oui, bien sûr. Qui est très connue pour le coup, et je pense qu'il parle bien, qui donne une très belle image de la fonction, et qui est dans un environnement très concurrentiel, parce qu'en gros, ils sont quand même 5 sur le marché à faire à peu près la même chose, donc qui a toujours été obligé de se différencier. Qui, comme toi, un volume important, qui a un turnover important. Voilà, et qui a une marque qui est connue, mais qui est en concurrence avec des marques, elle, encore plus connues, américaines, etc. Et d'ailleurs, notre DRH de la Suisse est passé chez Mazars maintenant, donc voilà, je trouve que... Et c'est quelqu'un qui a toujours été obligé d'innover pour se différencier. Donc je trouve que c'est très intéressant. Là, quand on parle de chatbot, eux le faisaient il y a 7 ou 8 ans. Alors c'était ultra complexe, parce que maintenant c'est beaucoup plus simple, mais ils savent déjà faire, et je trouve que ça, c'est quelqu'un de très bien. Et sur la partie recrutement, moi, c'était mon ancienne manager chez RATP Dev, qui est maintenant la patronne du recrutement de Thales, qui s'appelle Christelle Croisiquel. Et c'est vraiment elle qui m'a appris cette notion de niveau de service et de service. C'est qu'est-ce qu'on rend comme service, en fait, quand on fait ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me reste. Et puis la troisième, c'est quand même, alors je ne vais pas citer de nom, mais c'était des consultants en cabinet de recrutement de dirigeants, des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi. Et souvent, quand je fais quelque chose, je me dis, est-ce que Anne ou Mariannick ou Mariano, s'ils me voyaient faire ça, est-ce que je serais au niveau des cabinets dans lesquels j'étais? Il faudrait que j'interviewe, tu vois, un dirigeant, une dirigeante de cabinet. Alors, je pense de que ça chasse. vaut le coup. Ça, j'ai jamais fait. Tu vois, parce que c'est le métier quand même assez proche de ce qu'on fait en interne. Ouais. Et il y a des gens très très bons, et qui, voilà, j'ai beaucoup appris avec eux, et c'est une école de l'exigence, vu les filles qu'on propose, enfin vu les honoraires qu'on donne, qu'on vend, quand on vend des chasses à 80 ou 100 000 euros, il faut qu'il y ait quand même, c'est pas 3 candidats qu'on va pusher comme ça. Hein. Donc il y a tout le reste qu'il faut arriver à... C'est pas 3 annonces qu'on met sur Indeed et on attend. Ouais. Et donc c'est tout ce conseil-là autour, et cette exigence-là, cette perfection qu'on est obligé d'avoir. Moi, j'avais fait des missions dans l'édition, les rapports que vous rendez à Antoine Gallimard, et il faut qu'ils soient, pas qu'ils soient carrés, il faut qu'ils soient parfaits. Et ça, pour le coup, c'est des choses qui forcément infusent un peu. Moi, j'ai fait des classes prépa avant. On garde quand même ça reste. Donc, je pense que c'est des... Ouais. Donc ça, souvent, j'y pense. Voilà. Souvent, je pense à ces personnes en me disant, voilà, est-ce qu'ils seraient, si ce n'est fiers, en tout cas, je dirais, ok, là, d'accord. Et puis, c'est des métiers où on bosse beaucoup. Pour le coup, oui. Oui, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup de travail. Oui, ça, c'est vrai. Et ça, pour le coup, c'est assez vrai dans l'immobilier aussi. Il y a beaucoup de travail pour arriver à trouver la solution pour des choses. Donc ça, tu as complètement raison. Dernière question, ta veille. Est-ce que tu es un adepte de la veille professionnelle, quelle qu'elle soit, et comment tu la réalises? Non, j'en fais en fait assez peu.
je suis sur la partie vraiment recrutement Laurent Brouard, c'est sa newsletter tous les jeudis. On apprend des trucs sur le marché, je trouve ça amusant. Les talents narratifs. Ouais. Exactement. Et c'est très axé recrutement, outils, enfin vraiment quotidien du recruteur. Moi, j'aime beaucoup ça. Non, sinon, c'est vrai que j'en fais assez peu parce que je le vis déjà au quotidien. Donc, c'est vrai que si je peux faire autre chose. Tu fais une veille IMO ou pas plus que ça, en fait? En fait, les veilles de secteur, on les fait avec les candidats. C'est quand même là, parce qu'on parle quand même à des vrais professionnels du métier. En transport, donc, tu t'en parles, quoi. Bah ouais. Donc, tu n'épluches pas tous les matins le marché de l'IMO. Si, pour le coup, en plus, on a une newsletter, une revue de presse qui nous est faite tous les matins. D'accord. Donc, ça, c'est un confort assez incroyable. Okay. Donc, j'apprends ce qu'il faut savoir. Et après, c'est les candidats qui nous racontent la vraie vie des entreprises. On a cette chance-là, c'est d'être directement dans le marché, en fait. Et puis, c'est un marché qui parle parce qu'on est tous locataires ou propriétaires de toute façon. Exactement. Donc, ça nous parle tous forcément à un moment ou à un autre. Un grand merci, Geoffroy, pour ton temps, pour ta dispo, pour ta franchise. Merci, Florent. C'est très chouette. J'espère que tu as aussi passé un bon moment, parce que c'est important pour moi que certains gens qui écoutent le passent, moi aussi, mais que toi aussi tu le fasses. Mais complètement. Voilà. Donc, c'est passé vite. Donc, c'est passé vite et on a fait un épisode qui, je vais te battre les records de l'épisode le plus long que j'ai jamais eu, je crois. Oui, j'étais pas surpris, je te connaissais avant. Je savais que tu allais être bavard et t'as rajouté des sujets, il faut quand même être honnête avec les auditeurs. T'as rajouté des sujets en cours, c'est très bien, mais voilà, il n'y a pas que... Mais en tout cas, voilà. J'espère surtout que vous avez pris aussi plaisir à écouter Geoffroy. D'ailleurs, s'ils veulent te contacter, LinkedIn, tu réponds? LinkedIn, je réponds toujours, oui. Ouais, et c'est moi qui réponds. Ok. Pas encore externalisé. C'est pas encore externalisé les choses. Mais parce que tu dois être sollicité. J'ai mon adresse mail professionnelle dessus, donc avec plaisir pour prendre contact. J'imagine tu dois être sursollicité. Donc si vous êtes des cabinets, c'est pas la peine d'appeler Geoffroy. Il a ses partenaires. C'est pas la peine de passer. Ça me dérange pas quand même. C'est vrai. Non. Bon, l'envahissez pas non plus. C'est un beau métier, le métier de consultant en recrutement. Ouais, bah tu l'as vécu, donc toi, t'as exactement. Puis c'est un métier, c'est un vrai beau métier. T'as ce respect. Il y a des gens très bien dans ce secteur-là aussi. Ouais. Donc merci en tout cas. À bientôt. Merci Florent. Merci. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.